Alors, voilà donc le sujet que j'ai proposé en 2015. Il y avait deux exercices. Donc, voilà, ici le second. Avec le premier exercice, alors pour le premier exercice, je me suis inspiré d'un article. Alors, voilà, je me suis inspiré d'un article de Jacques Schulz et de Jean-Baptiste Donnet. Alors Jean-Baptiste Donnet, c'est effectivement lui-même qui a donné son nom au bâtiment recherche associé à l'école de chimie de l'université de Haute-Alsace. Hein, c'est l'ancien directeur de l'ENSMU et ancien président de l'UHA. On lui doit aussi la création d'une antenne du CNRS à Mulhouse avec les labos qui en découlent. Hein. Alors là, c'est le labo, c'est l'IS2M actuellement, qui est un peu plus haut sur le campus du campus Hilberg. Et Jacques Schulz, qui était directeur, donc à l'époque ça s'appelait CRPCSS, puis l'IXI et enfin l'IS2M, où d'ailleurs je fais ma recherche. Alors cet article-là, c'est un article qui fait référence hein, dans le domaine. Il était publié en 1976 et l'objet de cet article, c'est de proposer une méthodologie dans laquelle on peut mesurer l'énergie de surface de solides qui ont une énergie de surface élevée, en tout cas sur laquelle la technique de la goutte posée ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'énergie de ces surfaces sont telles qu'il y a un étalement complet de la goutte qui empêche la mesure de l'angle de contact et donc la détermination de l'énergie de surface, puisque c'est l'angle de contact qu'il nous faut pour mesurer cette énergie de surface. Alors l'article il est là, hein. Il est là, voilà, je vous le donne dans les documents sur WebExTeam. Alors, il faut savoir que à l'examen, vous n'aviez pas, enfin vos collègues n'avaient pas cet article-là. Je vous le donne pour support, pour vous aider à résoudre les questions que je pose. Hein. Donc, vos collègues n'avaient que ce sujet-là. Alors, l'approche de Schulz et Donnet et Tsutsumi était finalement assez simple, c'est-à-dire qu'ils ont proposé d'étudier donc la morphologie de gouttes d'eau, donc là c'est de l'eau, posées dans un environnement qui sont on verra dans la suite, des alcanes. Okay. Et l'idée, c'était d'utiliser ici un environnement qui empêchait l'étalement de la goutte, qui se serait étalé à l'air. Mais là, remplacer l'air par un liquide L2, donc des alcanes, empêche l'étalement de la goutte et permet une mesure d'angle de contact assez élevée pour que la mesure soit précise. Hein. En dessous de 10 degrés, on ne mesure plus d'angle de contact. Hein. Donc là, les angles de contact étaient assez élevés pour être mesurés et calculer une énergie de surface. Alors, cette méthode, on appelle la méthode en deux phases liquides, hein, et on procède à la même mesure que sur un goniomètre qu'avec une goutte à l'air, à la différence que tout ce système-là, on le met dans une cuve, hein, dans une cuve transparente. Alors, les surfaces de haute énergie qu'ont utilisé les auteurs de cet article sont des surfaces de mica. Alors les surfaces de mica, c'est des surfaces qui sont encore utilisées pour étudier des couches minces, des couches de lipides. Lipides, pourquoi? Parce que c'est des couches, des substrats, des surfaces qui sont extrêmement peu rugueuses et extrêmement propres. Alors les surfaces de mica, on les prépare de la façon suivante, c'est-à-dire par clivage. Welcome to SPI Supply's video resources. This video will demonstrate how to effectively cleave mica substrates. The mica qui vend des surfaces hein, pour laboratoire. Et là, vous voyez ce mica
Donc les micas sont à l'état naturel des feuillets, hein, de ce matériau. On les trouve sous forme de feuillets, et ces boîtes-là, elle les découpe. Hein. Elle les découpe sous ces formes-là, carrées. Et l'idée, Group of sheet silicate minerals are KI and may take a bit of trial before you are comfortable with the technique. Make a substrate and begin cleaving on a plane through the material, slowly sliding the blade along as the planes separate. Note that other than starting the separation of the mica planes, the sharp edge of the blade is really used more to slide through the piece and separate the pieces rather than doing any actual cutting. Trying to cut mica in either orientation will likely cause fracturing of the material and create smaller mica flakes and particles, something not desired in a substrate. This should yield two fresh surfaces. Relativement propre. Pourquoi? Parce que si on regarde un peu la littérature, les choses sont pas aussi simples que ça. Et je vous renvoie à cet article-là, qui est également un article de référence qui discute de la nature, l'état physique, chimique des surfaces de mica fraîchement clivées à l'air. Okay. Alors fraîchement clivées à l'air, c'est pas ce qu'ont fait les auteurs de ce travail, puisqu'on lit plus loin dans l'article. Je vais essayer de le retrouver. Alors, je déroule l'article. Évidemment, je vais pas le retrouver. Ah voilà, si, ici. Ici, on voit que le mica a été clivé, et c'est assez intéressant. Le mica a été clivé dans des alcanes. Okay, parce qu'en réalité, et je vous l'ai dit, que les surfaces qui sont de haute énergie, elles sont très peu stables, hein, finalement, et elles vont se polluer, se transformer très rapidement, de sorte qu'on n'aura plus le matériau massique que l'on espérait en surface. Donc là, les auteurs de ce travail ont eu cette idée, cette précaution, enfin pris cette précaution de cliver les surfaces de mica dans l'alcane, et ainsi éviter toute contamination avec ce qui pourrait se trouver à l'air, l'humidité, etc. Puisque là, on avait tout de suite un environnement d'hydrocarbures qui ne, on va le discuter dans la suite, mais qui ne développe avec le mica que des interactions de type London, des interactions de type dispersive. Alors, revenons à cet article. Alors cet article, vous l'avez vu, en 1976, nous, ou en tout cas moi, j'étais à peine né, vous pas, de sorte qu'on utilisait à cette époque-là des unités ici qui sont des ergs, donc en échauffement, en guise d'échauffement. J'ai proposé un calcul en dimensions pour montrer que finalement les ergs par centimètre carré qui sont utilisés dans cet article sont finalement des millijoules par mètre carré, hein. Donc les unités qui sont habituellement utilisées actuellement. Donc ça, c'était une petite question d'échauffement. En deux, bon bah là la phénoménologie, je l'ai expliqué, hein, pourquoi la goutte d'eau finalement s'étale moins dans un environnement hydrophobe, purement dispersif. C'est que si la goutte veut s'étaler, veut créer des interactions avec la surface, et ça je renvoie à une diapo de mon cours, il faut également détruire des interactions entre la surface de mica et l'environnement, qui est là, l'environnement remplacé par de l'huile, et qui empêche, en tout cas, évite un étalement trop important de la goutte d'eau. Donc ça, c'était tout simplement l'idée de dire et d'expliquer pourquoi cette mesure-là est possible. Donc là, il fallait avoir de l'imagination. Je l'avais peut-être signalé en cours. Vous n'aviez pas, je vous rappelle, l'article, hein, mais je mets des fois des questions comme ça qui vous proposent de vous interroger simplement et de donner une explication, même si vous n'avez pas la clé. L'idée, c'est de dérouler une interprétation avec des arguments tirés du cours. Okay, donc ça, c'est pas des choses, voilà,
plutôt qui font appel au bon sens, à l'imagination. Après, on a une partie qui est quand même plus mathématique. Donc, l'équation de Young. Donc là, l'idée, c'était de réécrire l'équation de Young. Je vous le rappelle, on avait la goutte ici à l'air. Et là, par contre, on le remplace dans un liquide L2. Donc, le liquide L2, c'est le liquide environnement, c'est ça. Liquide environnant, L1, c'est la goutte. Donc là, l'idée, c'était de décrire les indices des énergies de surface de la façon suivante. Donc, on avait là cette tension-là, donc SL2 égale à... Alors, on avait ici L1S. Hop. Alors... Donc ça c'était un 2. Plus cette composante-là, mais cette composante c'est la tension, si vous voulez, interfaciale entre liquide L1 et L2. Donc gamma L1, L2, et là cos θ, on applique le cos θ. Donc là on a la balance de force qui est celle qu'on exprimait dans le cours comme l'équation de Young, mais appliquée avec les indices à ce système en deux phases liquides. Voilà. Donc c'était pas bien compliqué. Alors l'idée dans la suite, c'était d'exprimer comme on l'avait fait l'énergie d'adhésion entre ces deux liquides. Donc encore une fois, je vous renvoie à une diapo du cours. On écrit l'énergie d'adhésion. Je vous avais même rappelé la phénoménologie qui était sous-jacente à cette expression, c'est-à-dire on créait une interface liquide, on créait une interface solide et après on collait les deux, quoi. Donc là c'est pareil, à part que ce terme-là, je crois que dans le cours on l'avait tout de suite exprimé comme la moyenne géométrique des interactions polaires. Donc quelque chose qui serait de la sorte. Racine. Voilà. Donc démontrer que, bon bah ça c'est les interactions qu'on récupère attractives, donc avec le moins d'origine dispersive, et attractives qu'on récupère d'origine polaire. Alors l'idée c'était de faire la même chose avec ces deux matériaux là, le solide et le liquide 2, et après de combiner les deux pour obtenir cette équation là. Voilà. Et ça c'est des choses qui sont décrites dans l'article, mais je rappelle vous ne l'aviez pas, mais vous pouvez vous y reporter ici, vous pouvez vous y reporter pour résoudre cette question là. Alors là, la chose géniale, c'est justement, c'est que on peut, cette expression elle est un peu compliquée là, ok. L'idée, c'est de simplifier cette expression là en notant que les auteurs ont utilisé, c'était leur stratégie, hein, des liquides environnants qui ne sont que des alcanes, qui sont des alcanes donc qui ne développent que des interactions d'origine dispersive. Hein. Ça, j'ai aussi signalé dans le cours qu'on pouvait simplifier ces relations-là en éliminant les termes polaires qui viendraient dans ce cas-là du liquide environnant. Et encore une fois, je vous renvoie à l'article pour regarder ce que ça donnerait. Voilà. Donc on est ici. Hein. Dans le cas où le liquide L2 est un alcane, ce terme-là s'élimine. Ok. De sorte que donc on a que des interactions de type London, type dispersive, et de sorte que la relation se simplifie de la façon suivante. Voilà. Et il apparaît ici, finalement, que, et ça c'est aussi ce que je trouve génial dans cet article,
c'est que on a ici une forme de une relation affine de type, alors ici en haut, Y égale, alors ici, donc ça c'est des termes qu'on connaît, ok, hein, on connaît parce qu'on connaît la composante dispersive de l'eau et la tension de surface de l'hydrocarbure. Donc on a Y qui vaut, donc ici on aurait le X. Ici pareil, dans le Y on connaît tout, on connaît le gamma de l'eau, gamma de l'hydrocarbure et la tension interfaciale ici. Au hydrocarbure on vous le donne dans la suite, hein, je crois. Aïe. Alors, voilà, dans le tableau 1. Donc ça c'est des choses qui ont été déterminées auparavant, hein, ces tensions interfaciales. Mais on les connaît. Donc je reviens à cette équation, cette relation affine. Donc de type, alors ici, de gamma S, alors c'est D, hein, attention. 1,5. Ici le X, parce que ça c'est quelque chose qu'on connaît, plus la moyenne géométrique des interactions polaires entre alors ici le W ça devient water, hein, et H c'est hydrocarbure je pense, quoi. En tout cas W c'est pour l'eau, et donc ça c'est le terme polaire. Voilà. Donc vous voyez qu'on a finalement une relation affine, et l'idée c'était de remplacer, donc d'utiliser différents alcanes, donc différents angles de contact ici, différents X aussi, puisqu'on change la tension de surface de l'hydrocarbure, de sorte qu'on pouvait tracer. Alors, droit, donc vous voyez que là on retrouve le Y, ici le X, et cette droite-là qui a l'équation écrite précédemment, avec une ordonnée à l'origine qui vaut I mi-k O d'origine polaire, donc ça c'est l'ordonnée à l'origine qui se situe ici, attention, et une pente qui vaut alors il faut que je revienne, la pente elle est là, c'est 2 gamma SD à la racine. Et vous voyez que là, en faisant en exprimant cette relation affine pour différents hydrocarbures, on arrive facilement à trouver cette composante-là et cette composante-là. Okay, et ça, c'est le génie, si vous voulez, de cette approche-là expérimentale. Alors revenons à l'énoncé. Ben voilà, donc là l'idée c'était maintenant d'exploiter ce graphe pour trouver les valeurs qui nous intéressent, c'est-à-dire le ISLP polaire et la composante dispersive du solide. Donc là on vous donnait, dans ce tableau je vous donnais les valeurs, mais bon la droite suffisait, ou il fallait prendre quelques points pour sortir ce coefficient là, quoi. C'est une analyse algébrique qui demandait de trouver la pente et l'ordonnée à l'origine de cette relation affine. Alors, dans la suite, je vous demande de calculer l'énergie d'adhésion d'origine dispersive. Celui-là, on le connaît de la droite. Celui-là, on ne connaissait pas. On peut le trouver, hein, puisqu'on a, c'est celui-là, hein, c'est ce terme-là. On vous donne le gamma dispersif de l'eau, et celui-là on le connaît également de, non, celui-là c'est celui-là c'est l'eau, et ça c'est trouvé de la droite. Et donc là finalement en additionnant les deux on trouve une énergie d'adhésion solide liquide. Voilà. Alors le point d'orgue, si vous voulez, de cet article, c'est que les auteurs essayent de vérifier les valeurs qu'ils ont trouvées
connaissant les interactions les interactions polaires que pourrait échanger le mica avec l'eau. Et en l'occurrence, ils ont considéré la densité, donc ça c'était connu, enfin c'était supposé, démontré par ailleurs, que le mica pouvait produire une liaison hydrogène avec l'eau via des fonctionnalités polaires dont la densité surfacique était de 5 atomes par 100 angstrom carré. Alors nous, on pose ici dans l'énoncé, j'ai donné cette énergie d'interaction pour la liaison hydrogène, et l'idée c'était de remonter à l'énergie d'interaction d'origine polaire, donc c'est ce terme-là, hein. Donc qui est de l'ordre d'ailleurs on le voit, je pense, tout de suite sur le graphe, hein. Ouais, parce que si c'est la pente, c'est celui-là, c'est à peu près 100 millijoules par mètre carré, hein, l'ordonnée ouais, c'est ça, l'ordonnée à l'origine. Attention, le 0 il est là. Voilà, donc c'est à peu près 100. Et donc l'idée c'était de retrouver ce 100 millijoules par mètre carré. Alors là, il fallait faire des conversions, ok. Je pense que je vous le donnais, hein. Ça ne va pas être pour vous aider. Mais bon, comme vous avez droit au document, à un moment, vous le retrouvez dans les documents. Mais bon, il faut convertir ça en joules, hein. Convertir ça en joules, le rapporter à ce nombre à cette densité surfacique de fonctionnalités. Et c'est ce qu'on fait, mais dans un autre sens, les auteurs de l'étude, hein, vous trouvez ça, des explications. Je vous propose de vous y reporter ici, hein. Ils ont comparé cette énergie-là avec l'énergie d'interaction théorique entre l'eau et le mica sur la base de cette densité surfacique-là. Donc il fallait juste calculer vous. Alors il fallait rapporter, il fallait transformer les angstrom carrés en mètres carrés. Voilà, ça en nombre de joules, en joules. Le nombre de moles, attention, il fallait rapporter aux atomes, donc via le nombre d'Avogadro, et vous tombez peu ou prou sur la valeur attendue. Voilà. Donc ça, c'était un exercice de ce sujet-là, et qui comprenait, attention, je vous le rappelle, deux questions, hein. Donc l'idée, c'était quand même d'aller assez vite. Alors, dans le second exercice de cet examen, je vous propose encore une fois de travailler un article, mais quelque chose de beaucoup plus court et de beaucoup plus simple, qui revient sur le calcul de l'énergie de surface et l'influence d'un traitement plasma. En effet, dans cet article-là, alors je vous le donne je vous ai donné ça en document également, il est là. Dans cet article-là, les auteurs étudient l'influence d'un traitement plasma sur l'énergie de surface de micro-pointes pour seringue, et en particulier la conséquence sur le relargage d'espèces actives. Alors, dans ce travail-là, donc ce que font les auteurs, c'est qu'ils produisent déjà ces pointes, ces aiguilles. Alors, avec ces matériaux-là, et ils les traitent avec un plasma, et en l'occurrence un plasma oxygène. Et à partir de là, vérifie à la fois la modification d'énergie de surface et la rugosité. Alors, est-ce qu'ils en parlent dans l'introduction? Voilà. Avec la microscope, il étudie la modification de rugosité en utilisant la microscopie à force atomique. Après, bien sûr, l'objet, c'est d'étudier l'absorption, dans ce cas-là, de protéines, BSA, et éventuellement le relargage. Alors, dans cet article-là, la modification d'énergie de surface, et en tout cas l'augmentation de la mouillabilité, est produite par
plasma oxygène. Alors moi je vous invite quand même, parce que ça c'est une technique qui est assez courante, je vous invite à regarder ces deux pages web là que je vous ai proposées. Il y en a une assez générale sur le traitement plasma avec une petite vidéo, et puis l'autre ici qui est spécifiquement sur le traitement O2, qui porte spécifiquement sur le traitement O2. Alors, ne lisez pas tout de l'article, hein, peut-être juste la partie espérantale pour répondre à cette question-là. Encore une fois, vous n'aviez pas l'article pour cet examen-là, mais je vous guide hein, dans la résolution. Alors ici, tout simplement, il fallait redémontrer cette équation-là, que normalement maintenant vous devez connaître, en tout cas qui se rapporte au diapo du chapitre 4. Notamment la méthode pour obtenir cette équation-là. L'idée, c'était donc d'expliciter les termes, donc avec les indices, les exposants dispersifs, polaires, etc. Dire comment elle était établie, donc avec l'énergie d'adhésion, les deux formes de l'énergie de l'adhésion, et comment extraire les composantes dispersives et polaires de la surface à partir des résultats expérimentaux. Donc l'idée c'était de dire que là on avait une équation, alors soit on utilisait il y avait deux méthodes, on pouvait utiliser des liquides qui étaient purement dispersifs, ou utiliser des liquides purement dispersifs pour simplifier la relation, donc CF le chapitre 4, ou alors on traçait des droites, des relations affines, connaissant toutes ces choses ici, et on sortait le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine pour obtenir la composante polaire de la surface et la composante dispersive de la surface. Alors, l'idée dans la seconde question, c'était de commenter les résultats obtenus par les auteurs de cette étude. Donc on voit là la variation de l'angle de contact en fonction de la durée du traitement, et les auteurs sont allés encore plus loin puisqu'ils ont distingué la variation de la composante dispersive, donc qui est en bas, et la variation de la composante polaire. Alors on voit d'une part, pour ce qui est de l'interprétation, qu'on a une diminution de l'angle de contact de l'eau, parce qu'il s'agit de l'eau ici, c'est-à-dire une augmentation de la mouillabilité, donc une augmentation de la mouillabilité via un enrichissement, et là je vous renvoie à ces deux pages ici, un enrichissement de la surface en fonctionnalité polaire. Okay, et cet enrichissement en fonctionnalité polaire, on le voit ici, alors là c'est toujours en fonction du temps, hein, donc ça c'est pour le pic et ça c'est pour le polycarbonate. On a toujours en fonction du temps une augmentation globale de l'énergie de surface, okay, mais via essentiellement une augmentation de la composante polaire. C'est-à-dire que la composante dispersive reste constante, mais du fait de l'enrichissement de la surface en fonctionnalité polaire, on a une augmentation de cette part polaire dans l'énergie de surface, et donc une augmentation de l'affinité avec l'eau et une diminution donc des angles de contact. Alors bien sûr, ces traitements-là, il ne faut pas qu'enrichir la surface en fonctionnalité polaire. On peut avoir un échauffement, une reconstruction, un phénomène de décapage qui fait que on peut avoir une modification de la rugosité, et dans ce cas-là on voit le résultat de la variation de la rugosité en fonction de la durée. C'est-à-dire que on a rapidement une variation rapidement non, puisque ici à 10 minutes on a encore des choses qui sont identiques par rapport à la référence qui est là. Mais par contre, au bout de 20 minutes, on a quand même des rugosités qui augmentent de façon remarquable. Et cette rugosité-là, on sait qu'elle peut modifier l'angle de contact. Et ça, c'est le propos d'un chapitre suivant du cours. Et moi, je vous propose, pour interpréter cette chose-là, pour répondre à cette question-là, de revenir vers moi. Ou alors moi, je m'en souviens, lorsque je ferai le cours qui porte sur ce phénomène-là, je me souviendrai et je reviendrai
à cette question-là pour discuter de l'évolution de l'angle de contact, potentiellement avec cette variation de rugosité et l'influence sur la valeur de l'énergie de surface. Donc là, c'est quand même beaucoup plus rapide que la première question, hein, qui peut-être nécessitait 1h20, 1h30, tandis que là, en une demi-heure, c'était quand même plié. Hein. En plus, je pense qu'on ne vous demande pas de calculer des choses. Hein. Non, c'est vraiment que des... Je regardais si là, il n'y avait pas des calculs, parce qu'on aurait pu imaginer, à partir de ces composantes polaires et dispersives, remonter à des angles éventuellement de liquide qui auraient été posés sur ces surfaces. Comme là, c'est vraiment du commentaire pur.